عليكم، مرحبا بكم براديو كلمة. راديو كلمة اللي استضافت اليوم مناضلة معروفة بالداخل وبالخارج، وهي آسيا قشود الحراكية اللي جاتنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية على الحدود الألمانية. وهي تنشط هناك، كونت كوليكتيف هناك، والكوليكتيف اللي كانوا ما زالوا ينظم المظاهرات بستراسبورغ، وتجي كذلك للمسيرات خاصة بباريس. فهي معروفة لأنها تروح للمنظمات الدولية الأوروبية والدولية. مثلا هي اللي نظمت المسيرة إلى جنيف، وكذلك بهذا الصيف اللي فات، وكذلك دائما مرة في الأسبوع يوم الأربعاء أظن تروح بستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي. عندها ان فران بارلي، عندها دي زيدي بيان اريتي، واليوم راح نقدموا لكم دي انترفيو معاها. رحنا زرناها بستراسبورغ وين استضافتنا، وهي اليوم اللي جاتنا حتى نتكلموا على دي بوين داكتواليتي. آسيا قشود، السلام عليكم. بونجور. بونجور الزول. آسيا قشود، أنت حراكية الساعة الأولى في مدينة ستراسبورغ. أنا اندهشت لما عرفت أنه كان فيه كوليكتيف بمدينة ستراسبورغ، وفيه هكذا حراك جزائري بستراسبورغ، وأنت من الأوجه الأولى هنا بستراسبورغ. حبينا نتعرفوا عليك أكثر، لأنك راكي تجي لباريس وتحضري للقاءات على الزوم وعلى فيسبوك، راكي ناشطة سياسية معروفة في الإطار هذا. حبينا نعرفوك أكثر، وين خلقتي؟ ويتوني؟ أنا زدت في بولوغين، ولاية باب الواد في ألجي. وين قريتي؟ قريت في أم الحبيبة. Ça s'appelait Lazarge avant, c'était le nom en fait pendant qu'il y avait la colonisation. Mais sinon c'est Oum El Habiba, c'est l'école élémentaire qui donne sur le Kétani à Bab el-Oued, donc sur le front de mer, et qui s'appelle Oum El Habiba. وكبرتي في باب الواد؟ كبرت في باب الواد، oui, juste en face de l'émir, le jardin Marengo. ما لاوش عليه كنقول لك آسيا باب الواد. قولي آسيا باب الواد. يمازيغن قصبة باب الواد. وكيفاش جيتي لفرنسا؟ Alors يما هي اللي جابتني، كنت صغيرة مع خويا. Donc c'est mon petit frère, hein, il a à peu près 2 ans de moins que moi. Donc c'est elle a toujours vécu en France. كانت عايشة في فرنسا. Où جات un jour, elle nous a emmenés vivre avec elle, alors qu'on vivait avec notre père. Hein. On vivait avec notre père à Bab el-Oued, avec mes grands-parents et toute la famille. Et ma mère, un jour, elle s'est arrangée avec mon père et elle est venue nous chercher. On est parti vivre avec elle en France. C'était une bonne chose, un trauma, quelque chose de mal vécu, bien vécu? Sur le coup, j'étais contente parce que je connaissais pas bien ma mère, j'ai pas grandi avec elle, donc ça m'a permis de mieux la connaître. J'étais assez enthousiaste de découvrir aussi un autre pays parce que je connaissais pas, c'était la première fois que je quittais le sol algérien. Mais j'étais très triste de quitter ma famille et mon quartier, surtout à Bab el-Oued, parce que j'avais tous mes amis. En fait, on a grandi ensemble dans le quartier, on allait tous à l'école ensemble. Nous sommes encore amis, hein, même dispersés à travers la planète, mais on est encore amis. Et quitter mon père, ça a été très très difficile. Ça a été très très difficile. Donc les premières années en France, c'était compliqué pour moi. تروحي بزاف للجزائر؟ J'essaie d'y aller chaque année, mais c'est déjà arrivé que je reste 2 ans sans y aller. Alors, il faut savoir que j'ai toute ma famille là-bas. J'ai que ma mère et mon frère ici. Donc j'ai mon père, j'ai mes frères aussi, parce que mon père a eu 2 garçons, et toutes mes tantes, mes oncles, mes cousins, etc. Mais j'essaie d'y aller chaque année. Là, ça fait
2 ans que j'y suis pas allée. أحلى الطقوس اللي كنتي تكرسيها في الجزائر les petits rites, les petites habitudes, ce qui te manque comme ça que tu faisais une image d'Épinal comme ça que tu as encore à l'esprit. J'ai énormément de souvenirs et les plus beaux c'est avec mon père. Alors il faut savoir que en fait j'ai fait le conservatoire d'Alger, donc je faisais du piano. Et mon papa était professeur au conservatoire d'Alger, professeur de hautbois et de saxophone. Et il faisait partie du jury, etc. Donc on allait au conservatoire tous les jours ensemble. Je prenais mon père par le bras et on marchait, on traversait la place des Martyrs, voilà, de Bab el-Oued, toute la place des Martyrs pour arriver au conservatoire qui est sur le front de mer. Et tous les soirs, quand on sortait du conservatoire, mon père, il s'arrêtait dans une boulangerie et il m'achetait un macaron. Le meilleur macaron du monde que j'ai jamais retrouvé. Et je le mangeais en fait en rentrant tout le chemin de retour. Donc c'est vraiment un souvenir extraordinaire. أسيا قشود عندك 4 أولاد الله يبارك. يبارك فيك. Oui, j'ai 4 enfants. Donc c'est un escalier. Ça va du plus jeune, donc il y en a un qui a 23 ans et le plus jeune il va avoir 8 ans. الله يبارك. يبارك فيك. تقدري تعطينا هكذا ملخص عن حياتك الدراسية والمهنية؟ Un peu ton parcours, ton cursus et ce que tu as fait professionnellement jusque-là. Alors mon cursus en fait universitaire a été un peu complexe parce que j'ai changé souvent de voie. J'ai commencé d'abord mes études en faisant une école de photo pendant 3 ans. Ensuite, je me suis rendu compte que je ne serais jamais le grand reporter photographe que je souhaitais parce que je me suis retrouvée à faire des photos de mariage, etc. Donc, j'ai changé de cursus et je suis plutôt allée vers la fac, mais vers tout ce qui était RH, donc ressources humaines, etc. Et je suis devenue consultante en gestion de carrière. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai fait le tour de la question et à un moment donné, j'ai voulu tout arrêter. J'ai quitté la région parisienne, donc j'ai quitté Paris parce que j'avais besoin d'autre chose, de souffler, voilà. Donc je suis partie en Alsace suite à une mission justement qu'on m'avait confiée en tant que consultante en gestion de carrière de 6 mois à Strasbourg. Qui a été reconduite une 2e fois, donc ça a duré 1 année. Du coup, la région de Strasbourg m'a plu, j'ai décidé de m'installer là et de tout remettre à zéro. Donc je suis devenue naturopathe. J'ai suivi une formation de naturopathe, je suis diplômée, c'est-à-dire que je soigne grâce à la médecine naturelle. Comme comme la lithothérapie, les pierres ou les huiles essentielles, les plantes, la phytothérapie. Ça peut passer aussi par la réflexologie plantaire et palmaire, etc. Voilà. Essia, qu'est-ce que tu prépares de bon? Alors c'est une tarte fine aux pommes, légère, pas avec beaucoup de sucre, mais avec des bonnes pommes. Donc on va sentir plus la pomme qu'autre chose. Donc je mets beaucoup de pommes et avec de la cannelle. Donc c'est bien parce qu'il fait un peu froid et la cannelle c'est un réchauffant naturel. Donc voilà, je mets un peu de sucre de canne dessus. Atelier cuisine. C'est même hypoglycémiant, hein, la cannelle. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en plus, ça a tendance à mieux éliminer le sucre. Ouais. C'est vrai. Donc, je mets un petit peu de cannelle au-dessus, histoire d'avoir un peu de goût et que la cannelle n'emporte pas trop sur la pomme. Donc, je la mets au four. Le tout maison, c'est une forme de militantisme aussi. Hein. Ah oui, par contre, ça fait partie de mon militantisme écologique. Par exemple, là, c'est le compost. Vous voyez,
C'est-à-dire que les épluchures de pommes, de légumes, de fruits, etc., je les garde et elles servent dans mon jardin. Et chaque été, quand je refais mon potager, bah c'est tout ce que j'ai mangé toute l'année qui va apporter de l'engrais à ce que je vais cultiver. Donc les légumes que je cultive dans mon jardin, bah, ils sont enrichis grâce à ça. Voilà, je les garde toute l'année, l'été j'en profite. Alors, tu as des vers de terre. Ah, j'ai des vers de terre, j'ai toutes sortes d'insectes qui participent à mon jardin. D'ailleurs, je cultive des coccinelles chaque été. Ah. Chaque été, je cultive des coccinelles. Ne pas avoir besoin d'utiliser de pesticides. Bravo, c'est très très bien. Voilà, pas besoin de label pour... Et puis tu cultives des plantes médicinales. Oui, j'en ai à peu près 200, des plantes médicinales. D'ailleurs, celle qui sèche ici, elle vient de mon jardin. Certains diront que c'est normal pour une naturopathe, mais c'est un mode de vie, c'est un militantisme aussi. Oui, c'est ça, c'est un choix de vie en fait. C'est une qualité de vie déjà, parce que c'est prendre conscience que la planète va mal, qu'elle a besoin d'être soutenue. C'est-à-dire que c'est des petits gestes. Encore une fois, je parle souvent des petits gestes, chacun ce qu'il doit apporter, la pierre qu'il doit apporter. نقدر نقول عليك باللي انت متعددة النضالات. Tu es multi-militante. Ah oui, 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 j'ai toujours été militante depuis l'âge de 17 ans, peut-être même avant. Peut-être que je ne me rendais pas compte, mais depuis l'âge de 17 ans, je me suis engagée en tant que militante pour la cause palestinienne avant tout. Mais à chaque fois que j'ai vu une injustice, des personnes qui m'ont sollicité, enfin, qui m'ont parlé d'une injustice, je me suis engagée auprès d'elles pour les combattre justement. Pour moi, c'est important. C'est plus que l'action en elle-même, c'est vraiment une philosophie et une profonde conviction contre l'injustice. Je ne la supporte pas. Et quand il a fallu se battre contre les injustices dans mon pays, ça a été évident pour moi qu'il fallait s'engager. J'ai trouvé que c'était l'occasion de mettre mon militantisme au service de mon pays. C'était évident, c'était important. Si on devait faire la liste de tes militantismes, on dirait écologiste, tout maison, hérakiste, pro-palestinienne. Mais je pense que c'est plus une résistance parce que en fait on prend conscience que dans ce monde beaucoup de choses nous échappent. Il y a des lobbies, il y a des puissances, il y a des multinationales. On voit bien que la politique c'est quelque chose de très compliqué. Moi personnellement la politique ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'engager politiquement parce que je sais que c'est un univers qui ne me correspondrait pas du tout. À mon avis, à partir du moment où on rentre en politique, on se déshumanise. Parce que forcément, on touche à des choses qui justement nous échappent, qui ne sont pas révélées au grand public. Donc moi, ma façon de combattre tout ça, ça a été de m'engager dans ma vie contre. C'est-à-dire, par exemple, je n'utilise pas du tout de chimie, de médicaments. Donc on se soigne naturellement. Il y a certains médicaments qui sont là, qui sont indispensables, mais on les prend d'une manière très rare parce que je ne veux pas enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai appris à nous soigner naturellement par différents moyens, les plantes, les huiles essentielles, etc. Pour ne pas enrichir ces laboratoires, pour ne pas enrichir les médecins, etc. quoi. Donc c'est une forme de militantisme au quotidien et je pense que par exemple en Europe c'est un phénomène qui se multiplie de plus en plus. C'est quelque chose qui se multiplie de plus en plus, cette prise de conscience que il faut se préserver, qu'on ne sera pas préservé. Si on ne le fait pas nous-mêmes, si on ne préserve pas notre entourage, notre famille, etc., personne ne le fera pour nous. اسيق شو لو كان نلخصوا المبادئ تاعك ما هي المبادئ السياسية. Imaginons que ce ne soit pas le temps de l'insurrection ni du Hirak. Quel a été ton passé ou tes affinités politiques? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Alors si on parle de la politique étrangère et française en particulier, j'ai toujours été à gauche.
je le dis. J'ai toujours été gauche-gauche même, parce que c'est ma sensibilité, ça a toujours été ma sensibilité. J'ai toujours combattu le capitalisme, entre guillemets, parce que pour moi, c'est ce qui creuse le fossé entre, et les inégalités entre les citoyens et les êtres d'une manière générale. Mais dans le Hirak, j'avoue que je n'ai pas véritablement de conviction particulière, mis à part travailler sur le côté écologique et faire en sorte que ça soit intégré dans la politique algérienne, parce que ce n'est pas du tout le cas pour le moment, sans un engagement de ma part, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit pris en compte, parce que voilà, l'Algérie fait partie du monde et que l'écologie est une question importante en 2021. Mais en fait, comme je le disais avant, j'ai absolument pas envie de mettre une barrière entre les autres et moi, en parlant de mes convictions, parce que je n'ai pas envie qu'ils se sentent exclus. C'est surtout ça en fait, c'est surtout ça. Quelle est la valeur d'un Hirak inclusif selon Assia Gchoud? Ben, déjà, selon moi, nous ne sommes pas là pour défendre des idées, ni une idéologie. Nous ne sommes pas là pour défendre quoi que ce soit, mis à part les revendications du peuple, c'est-à-dire le départ intégral de tout le système. Vraiment, ou on parle de Nedam, on parle du régime, on parle pas des idées, on parle pas encore de politique. On parle d'un régime militaire, d'une dictature militaire qui est en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas chercher qui sont ces personnes qui s'associent avec moi pour combattre ce régime. Je ne vais pas chercher quelles sont leurs idées ou quelles sont leurs convictions. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on mène le même combat. Le jour où on aura eu gain de cause et que le régime, on s'en débarrasse et on pourra avoir une véritable démocratie avec une période de transition qui sera décidée par le peuple et on arrivera aux urnes, à ce moment-là, peut-être que les personnes avec lesquelles je me serai associée pour mener ce combat, peut-être qu'elles deviendront elles-mêmes dans l'autre camp et que je devrais les combattre. Pour le moment, je vais te dire par exemple, je ne parle jamais de mes convictions ni de mes idées. C'est très très rare, c'est vraiment dans un débat off, par exemple si on discute entre nous, etc. Je vais dire, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je suis beaucoup plus dans l'écologie, c'est vraiment le thème qui m'intéresse le plus. Mais pour moi aujourd'hui, je ne veux pas créer de scission, de division avec les personnes que j'ai en face de moi et je ne veux surtout pas qu'elles se sentent blessées dans leurs propres convictions. Donc je ne parle pas des miennes, quelles qu'elles soient. Donc je ne vais à aucun moment rentrer dans le débat idéologique. Donc j'inclus absolument tout le monde. Ce qui fait le plus peur à ce régime, il faut le savoir, c'est de nous savoir unis. C'est à partir du moment où nous sommes deux dans la même pièce et que nous parlons de Hirak et que nous parlons de la politique algérienne, ça leur fait peur. Parce que en fait on confronte nos idées et on peut réfléchir à des solutions et commencer à s'organiser, c'est ce qu'ils ne souhaitent pas. كونتي جمعية ولا collectif بستراسبورغ, علاش où est-ce que vous en êtes de ce collectif? Alors le collectif de Strasbourg, il est né en février 2019. Il s'appelait le collectif Jazair First au départ. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Donc au départ, nous étions un petit groupe. Alors il faut savoir que quand j'ai contacté ces personnes-là, je ne le connaissais pas du tout. Et j'avais vu ce qui se passait en Algérie. Et j'ai eu très très envie de faire quelque chose à Strasbourg. En écho. J'avais envie déjà de fêter ça.
J'étais tellement heureuse de voir que tout le monde était sorti le 22 février que j'ai eu envie de faire quelque chose à Strasbourg. Donc je connaissais pas beaucoup d'Algériens, donc j'ai tout fait pour contacter des Algériens. Oui, voilà, etc. On a fait une réunion dans un McDonald's, dans un centre commercial. C'était totalement improbable. Et à ce moment-là, on a décidé de créer ce collectif et de faire les premières manifestations. J'avais en idée, je voulais faire quelque chose pour le 8 mars à Strasbourg. C'était un samedi. Finalement, on a décidé de le faire un dimanche. Donc, on a réuni la communauté algérienne à Strasbourg. La première manifestation était devant le Parlement européen, ensuite devant le consulat, et par la suite, ça a été fait à la place Kléber, qui est la plus grande place à Strasbourg. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est né. Au fur et à mesure, ça a évolué. Kainas, au départ, Kanoudjaou, juste contre le 5e mandat. Donc, ils ne sont pas restés. Ils ont été très contents que Bouteflika démissionne et ils se sont contentés de ça. Et de nouveau sont revenus. Parmi les manifestants, j'ai essayé de voir aussi ceux qui avaient un réel intérêt pour la révolution. Je les ai fait rentrer dans le collectif. Donc, c'est devenu le collectif des Algériens de Strasbourg. Il a évolué. Et après le 12-12 où nous avons campé pendant une semaine devant le consulat à Strasbourg, c'était une vraie bataille. Moi, je l'ai vécu comme une bataille. Et je me suis dit, je préfère continuer librement sans être ni dans un collectif, ni dans un mouvement, ni dans un parti. Et je leur ai dit, si vous avez besoin de moi, je viens. Et d'ailleurs, ça a été le cas. À plusieurs reprises, nous avons refait d'autres actions ensemble. J'ai participé avec eux, que ce soit devant le consulat ou dans d'autres lieux. Et ça s'est très bien passé. Donc... on est en bon terme. أسيا قشود النضال ديالك عنده طابع خاص واللي هو التواصل مع الداخل والخارج يعني لا دياسبورا ويتميز خاصة بتحريكك للمؤسسات الدولية والأوروبية في وقت الناس بزاف يقولوا أن هذا نداء للتدخل في الأمور الجزائرية يعني لانجيرانس يعني هذا الشيء كذلك عنده الثمن تاعو tu payes cher le fait d'activer en direction des institutions internationales et européennes. Pourquoi? Je me fais encore une fois l'avocat du diable. À quoi ça sert? Oui, alors la première fois que justement je suis rentrée au Parlement européen, c'était en novembre 2019. C'était il y a un an, un peu plus d'1 an. La première fois, ça a été très mal perçu. Donc il y a une résolution qui a été votée ce jour-là par le Parlement européen qui représente le peuple pour condamner les arrestations arbitraires en Algérie et la répression. À ce moment-là, ça a été très mal perçu. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'insultes, même des menaces. Mais au fur et à mesure, les Algériens ont compris que ce n'était pas de l'ingérence. Pourquoi? Parce que justement l'Algérie a signé le pacte international des droits civils et politiques, la charte universelle des droits de l'homme. Donc le pacte international des droits civils et politiques a été signé en 1966 et ratifié en 89. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il y a un certain nombre d'articles que l'Algérie s'est engagée à respecter. Elle l'a signé pour s'engager à respecter. Ce n'est pas simplement un pacte pour encadrer sur un mur et le regarder sans rien faire. Elle s'est véritablement engagée à le respecter, notamment la question des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, nous voyons avec ce régime que les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Et comment faire en sorte qu'on puisse inverser la vapeur et forcer ce régime à respecter les droits de l'homme en Algérie, c'est le mettre au pied du mur et le forcer à respecter ce qu'il a signé, tout simplement. Tu as signé. Si tu n'es pas d'accord, retire-toi. Il n'y a personne qui force le régime algérien à se retirer de ses conventions. Il peut carrément enlever sa signature de la Charte universelle des droits de l'homme s'il souhaite. Bon, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'à partir de là, ils vont dire clairement au monde entier, nous sommes une dictature, vous ne pouvez plus traiter avec nous, donc ils s'isolent. Ils ne pourront pas le faire. Donc quand ils parlent d'ingérence, finalement,
ils mentent à tout le monde, hein. C'est de la manipulation, hein. C'est de la manipulation. Donc moi, je compte continuer ce combat. Ça a été fait à Genève quand nous sommes rendus, donc la marche de Genève jusqu'au commissariat des droits de l'homme pour dénoncer les arrestations arbitraires. C'était pour les détenus d'opinion à ce moment-là. Et encore une fois, là, en novembre 2020, lors de la session parlementaire, où il y a eu une résolution qui a été votée par le Parlement européen, donc les citoyens, qui représentent les citoyens européens et non pas les chefs d'État, pour obliger le régime algérien à respecter les droits de l'homme en Algérie. Donc je compte continuer ce combat. Et c'est vraiment نحمي على الشعب الجزائري je veux dire حقوق الإنسان في الجزائر باش نحميو عليهم يقدروا يخرجوا بلا ما يعتقلوهم بلا ما يضربوهم etc. Voilà. Ça fait partie de mon combat et je continuerai. Et franchement, je ne fais pas attention à ce que les gens disent parce que finalement, c'est dans les faits que ça va être... le résultat, c'est dans les faits. À un moment donné, quand on sait qu'on est rana fil haq, il faut avancer sans se poser de questions. Et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a eu une résolution qui a été votée par le Parlement ou alors quand on s'est rendu à Genève, le régime a réagi d'une manière extrêmement violente. La réaction, elle est immédiate parce qu'à la belle c'est quelque chose qui leur fait très mal. Donc il faut savoir que c'est vraiment ce combat qu'il faut mener. Il ne faut surtout pas lâcher. Alors, l'ONU, les institutions européennes, est-ce que tu as un projet à venir, مشروع مستقبلي مثل هذا عندك حاجة تقوليها لنا؟ Oui, alors j'ai fait appel à plusieurs reprises et je continuerai à le faire à mes camarades de combat en leur disant franchement il faut absolument qu'on s'unisse. Moi j'ai besoin de toutes les forces et de toutes les compétences. Il y a beaucoup de choses que je fais mais ce n'est pas possible. Déjà je n'ai pas toutes les compétences. Et il faut créer une véritable diplomatie comme ça a été fait pendant la guerre de libération. Voilà, il y a des forces qui se trouvaient à l'extérieur, qui étaient dans la guerre de libération et qui ont fait un véritable travail auprès de l'ONU, auprès des chefs d'État, etc., pour qu'ils se solidarisent avec leur cause. Et c'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui. La diaspora, c'est ce qu'elle doit faire. Elle doit s'unir pour pouvoir mener ce travail diplomatique. Donc, tu lances un appel à d'autres expertises pour venir compléter ton militantisme particulier en direction des instances internationales. Oui, mais je demande en fait à tout le monde, tous ceux qui ont des compétences, que ce soit sur le plan diplomatique ou qui connaissent des députés, des hommes politiques, etc., de les interpeller. On peut mener ce travail ensemble. On peut se concerter pour voir qu'est-ce qui est bon de faire et de quelle manière nous pouvons être efficaces. En fait, c'est vraiment cet appel que je lance. Très bien. La collégialité, l'ego, raus. L'ego n'a rien à faire ici. Après, dans la vie privée, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, je peux l'entendre, il n'y a aucun souci. Mais dans la révolution, il faut savoir le mettre de côté. En fait, la révolution, soit elle te prend, soit elle te jette. Vraiment. Si elle te prend, c'est vrai qu'elle a du mal à te lâcher si vraiment tu as quelque chose à apporter. Mais il faut savoir que nul n'est indispensable. Nous sommes simplement un outil. Un outil comme un marteau. Un marteau, تقتل به واحد ou تقدر تبني به دار. Donc cet outil-là, il faut savoir que nous-mêmes, nous le sommes. Moi aujourd'hui, je suis un outil pour la révolution. Le jour où je ne serai plus utile, ben, à la poubelle de l'histoire. Il ne faut attendre aucune rétribution. Il faut faire ça d'une manière bénévole en se disant je donne et je n'attends rien en retour. Surtout à on a quand même un devoir. Enfin, moi j'ai mes ancêtres, mes grands-parents qui ont combattu. Le père de ma mère a été tué par les Français. Elle avait 4 ans, ma mère elle n'a pas connu son père. Donc j'ai aussi un devoir vis-à-vis de toutes ces personnes qui se sont sacrifiées pour qu'on puisse avoir une terre libre, qui ne l'est pas. Finalement, elle ne l'est pas. أسق الشود مرحبا بك.
Salam alaikum, Azul Fellaouen, bonjour. Merci de me recevoir. Comme ça. Je suis très très contente d'être ici à Radio Kalima, Radio Tal Hirak. شرفتينا شرفتينا. Mais là des points d'actualité اللي هما بخصوص سجناء الرأي. أنت تتميزي بتواصلك الدائم مع الداخل وكذلك بروحك النضالية في عدة اتجاهات. فتقدري تعطينا رايك بخصوص لي بريزونيي من المنظار نتاعك الخاص نتاع لي ريكور نتاع لي دروا د لوم لانك تتميزي بهذا الاهتمام اكثر من غيرك. في الجزائر كاين اعتقالات بزاف منذ سنوات ماشي منذ الحراك، وهذه الاعتقالات سياسيين هما يوريونا باللي كاين ديكتاتورية عسكرية في الجزائر. في أي بلاد وين كاين ديكتاتورية كاين اعتقالات سياسية، وفي الخاص منذ 22 فevrier هي الاعتقالات بالك زادوا كتر. علاش؟ parce qu'il y a une vraie révolte. Je vais parler un petit peu en français. Il y a une vraie révolte contre ce système, contre ce régime militaire. Et donc la seule réponse finalement dans une dictature, la seule réponse c'est la force et les arrestations pour justement étouffer la parole. Donc il est clair que Anaya, mon rôle depuis le 22 février, c'est de combattre ce régime par le biais, c'est-à-dire retourner la force contre lui par le biais de ce qui lui fait le plus mal. C'est-à-dire qu'on sait que l'Algérie, le Jazair, elle a signé le pacte international des droits civils et politiques, qui est un pacte international que beaucoup de pays ont signé, qui font que normalement c'est une démocratie. Il y a aussi la Charte universelle des droits de l'homme, qui doit garantir normalement les libertés d'expression, de circuler, etc. Et donc l'Algérie a signé tous ces pactes, toutes ces conventions, et elle doit les respecter. Donc moi, mon rôle, c'est de la mettre face à sa responsabilité et de démontrer qu'elle ne respecte pas ce pourquoi elle s'est engagée. Donc c'est aussi mettre face à face et dos au mur les autres pays qui ont tendance à comment dire ont tendance à discuter avec ce régime, à signer des contrats avec ce régime, etc., pour leur démontrer qu'ils ont affaire à une dictature. Alors, il y a les droits de l'homme du point de vue des libertés d'opinion individuelles et collectives et les emprisonnements. Mais il y a aussi les conditions d'emprisonnement qui, elles aussi, sont inscrites auprès de l'ONU et des organisations subsidiaires de l'ONU. Qu'est-ce que tu auras à en dire? Alors, les conditions d'arrestation, les conditions de garde à vue, les conditions d'emprisonnement, bien sûr qu'elles sont totalement dans tous les articles du pacte international des droits civils et politiques. Ces articles-là informent de la manière dont les choses doivent se dérouler normalement lors d'une garde à vue, d'une arrestation ou d'un emprisonnement. Quels sont de quelle manière on doit se comporter avec un être humain, quel que soit, non pas dans un cadre forcément révolutionnaire, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que même dans le droit civil ou quelqu'un qui est arrêté dans la rue, voilà, du droit commun, tout ceci est déjà compris dans le droit civil et politique. Alors, en particulier, quand il s'agit d'arrestations arbitraires, parce que là, en l'occurrence, on est en train de parler d'arrestation arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la personne n'a pas commis un délit pour pouvoir être arrêtée. Donc c'est forcément une arrestation arbitraire. Donc dans le cadre de liberté d'expression, donc le fait de poster un commentaire sur Facebook ou une publication, ou d'être sorti dans la rue pour contester, ou avoir une opinion, ou avoir fait son métier de journaliste, etc. Donc tout ceci, c'est dans le cadre de la liberté d'expression et la liberté individuelle d'une manière générale. Donc ces arrestations arbitraires finalement ne se passent pas dans les conditions
déjà, au départ, on parle d'une arrestation arbitraire. Donc, il ne doit pas y avoir lieu d'arrestation. Et en plus, dans le cadre de la garde à vue, de l'interrogatoire, etc., il y a matière à dire. Ce n'est pas suffisamment dénoncé parce que les avocats, tous ne jouent pas. Enfin, moi, tu disais dans la présentation que j'ai un franc-parler et je le dis. Les avocats ne jouent pas le rôle de dénonciation suffisante en Algérie. Parce qu'ils sont eux-mêmes harcelés, parce qu'ils manquent de courage. Comment traduirais-tu ça? Parce que si le harcèlement, si les prisonniers tombent sous le coup du harcèlement, même quand ils sont en prison, les avocats, eux aussi, voient leur liberté réduite. Oui, alors il y a différentes voies de recours. Il y a notamment le fait de porter plainte en Algérie, même si on sait très bien que ça n'aura pas. Il y a Makash Adala Mustaqilla fil Jazair, donc on sait très bien que Shakwa fil Jazair, elle va pas avoir de suite. Mais symboliquement, c'est très important. C'est-à-dire que l'avocat, il a un code déontologique dans sa profession. Il doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que s'il défend son client, il doit aller jusqu'au bout et avoir toutes les voies de recours pour pouvoir défendre correctement son client. Or, les tortures ne sont pas dénoncées, les conditions d'arrestation ne sont pas dénoncées, les conditions de garde à vue, les conditions d'emprisonnement ne sont pas dénoncées. J'ai déjà entendu des avocats qui se sont exprimés publiquement pour dire qu'il n'y a pas de problème, qu'ils sont très bien traités, voilà, alors que les prisonniers eux-mêmes nous ont témoigné du contraire. Donc, pourquoi ils font ça? Pour répondre à ta question. C'est la question aussi que je me pose. Sans rentrer dans Tahouin ou là, non, c'est pas ça. Il y a un contexte général quand même. Alors, je vais te dire tout de suite, etc., machin, pour moi, c'est un mot déjà qui fait partie d'une propagande du régime. Il a été initié par le régime. Moi, je parle de faits. C'est-à-dire qu'on constate. Il y a des choses qui se passent et je constate. Toi, si tu fautes, je te dis, Yasmina, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, en tant que journaliste, si je conteste ta façon de faire ton métier, ça ne veut pas dire... C'est factuel. Voilà, je constate quelque chose et je te le dis. Là, les avocats, il y a des constats clairs qui sont faits. Ils ne font pas forcément. Je ne parle pas de tous les avocats parce qu'il y en a certains qui sont totalement honnêtes. Enfin, honnêtes. Je ne parle pas non plus de malhonnêteté, mais il y en a qui vont jusqu'au bout, mais pas suffisamment. On a besoin vraiment que les avocats, et c'est encore une fois un appel, que les avocats aillent jusqu'au bout des choses. Qu'ils dénoncent quand les PV au sein des commissariats ne sont pas faits correctement, quand les arrestations ne sont pas faites correctement, quand il y a des tortures, il faut qu'ils dénoncent. Dans les prisons, il faudrait, par exemple, en Algérie, il y a la Croix-Rouge qui est présente en Algérie, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien faire appel à eux pour qu'ils puissent aller visiter les prisons pour constater les conditions d'emprisonnement. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc voilà, donc c'est aux avocats de nous répondre, c'est pas à moi de répondre à leur place et c'est pas c'est vraiment pour essayer de comprendre. Oui, mais ils sont comme des hommes et des femmes comme les autres, ils ne sont pas égaux devant le courage et c'est pas évident, c'est pas évident. Alors alors je vais reprendre une phrase. On va en inviter pour les entendre. C'est ça, et ça serait bien de les inviter, mais je vais reprendre une phrase que j'ai entendue quelque part et qui m'a beaucoup plu. Quelqu'un qui peut pas faire son métier, franchement, c'est mieux. Pourquoi tu t'engages à être avocat ou être journaliste alors que tu peux pas faire ton métier? Donc autant dire. En plus de ça, ils ont la possibilité de déposer leur robe et de dire « je ne peux pas, dans ce pays, les conditions ne me permettent pas d'exercer mon métier de la meilleure manière ou de défendre mon client, je dépose ma robe ». Et ils peuvent faire un communiqué de presse public et de dire « on ne peut pas exercer correctement dans ce pays ». Et là, ça sera un message fort. Ça sera vraiment un message fort. Et nous, qui défendons les droits de l'homme à l'extérieur auprès des instances internationales, ça sera une preuve évidente pour nous. Voilà ce que je peux dire là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très bien, Assia. Le 21 février,
est prévue une marche commémorant le début de la 3e année du Hirak. Alors, faut-il sortir de ton point de vue? Donc, le 21, ce serait à Paris. Qu'as-tu à en dire? Et viendras-tu? Oui, alors sortir, tous les vendredis, je dis il faut sortir et j'attends avec impatience que les gens sortent. Je fais partie de ceux qui n'étaient pas pour l'arrêt des marches. Anaya, pour moi, il fallait pas arrêter ou alors il fallait offrir d'autres alternatives. Les élites, entre guillemets, qui ont appelé à l'arrêt des marches, pour moi, ont failli quelque part parce qu'ils n'ont pas offert une autre possibilité. Il n'y a pas que les marches. Nedal, nimshi, c'est pas que ça. Nedal, c'est aussi d'autres manières. Il y a la désobéissance civile. Enfin, il y a bien plein de manières de le faire. Il pourrait s'exercer dans la diaspora? Ça pourrait, bien sûr. C'est-à-dire comment ça prendrait la forme de quoi? Nous sommes 5 millions, plus de 5 millions en France. Nous sommes plus de 5 millions. Donc nous sommes une force économique, une force électorale, une force citoyenne très importante. Il y a beaucoup de binationaux. Il y a des travailleurs dans ce pays, mais est-ce que tu imagines une désobéissance civile de la part de la diaspora, quel impact ça aurait? Sachant que, par exemple, dans un pays comme la France, Macron et son gouvernement sont très sensibles à l'opinion publique, ça pourrait avoir un impact. Maintenant, quand je parle de désobéissance civile, c'est plutôt en Algérie. Ça pourrait se faire ici aussi. Hein. Bon, il faudrait qu'on s'organise déjà. C'est-à-dire que les 5 millions ici, il y a les deuxièmes générations qui sont moins impliquées que les premières générations. Oui, alors est-ce qu'il faudrait se rapprocher des élus locaux, comment tu verrais les choses? Oui, ben là, on parle de diplomatie. Là, on est en train de parler de diplomatie, c'est-à-dire que les compétences diverses et variées, voilà, que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, qui avons certaines compétences, soit oratoires ou à l'écrit, etc., pouvant sensibiliser autour de nous et appeler à une solidarité avec la révolution algérienne. Notamment en allant voir les élus, les députés, etc., comme ça a été fait. Enfin, moi, j'ai fait un travail avec les députés européens depuis longtemps. Les fruits, c'est une résolution qui a été votée au Parlement européen, qui représente les citoyens européens. Donc, c'est en parlant avec eux, en leur démontrant, en faisant des rapports. Donc, c'est des rapports justement sur les arrestations arbitraires en Algérie, sur la manière dont sont conduites ces arrestations, etc. Donc, c'est un travail qui doit être mené par la diaspora. Ça, c'est clair, nous ne le faisons pas suffisamment. Nous ne le faisons pas assez. C'est notre rôle. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons dire في الجزائر اوكي نقول لهم خرجوا mais quelle garantie je leur donne بلي يخرجوا بلا ما يخافوا بلا ما يعتقلوهم بلا ما يضربوهم? C'est le travail en amont, c'est de leur permettre de le faire en toute tranquillité, c'est de défendre leurs droits. En toute silmia, puisque c'est la silmia qui... oui, bien sûr. Qui empêche... Des silmia, de toute façon, face à un régime despote comme celui-là, il vaut mieux être silmia. Maintenant, en 54, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est forcément silmia, forcément. Mais retourner la force contre lui, d'ailleurs, tu donnes à ça un nom d'un art martial. Oui, c'est la politique du Jujutsu, en fait. C'est de retourner la force de son adversaire. Et moi, j'ai pratiqué l'aïkido pendant longtemps. Et c'est ce qu'on fait. C'est qu'on prend la force de son adversaire et on la retourne contre lui. Donc, mais du coup, la réponse en face, c'est quoi? C'est la force. Donc cette force-là, la retourner contre eux, c'est solidariser l'opinion internationale. C'est ce qui s'est passé aussi en 61, hein, avec l'ONU, etc. La diplomatie qui a été menée à l'extérieur, c'était ça. C'était une solidarité contre le colon pour qu'on puisse retourner la force contre lui et que tout le monde soit avec nous. Et c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est que ce régime, on retourne la force contre lui. Plus il y a taqlouna, plus il y a darbona, plus il y a plus ça va se retourner contre eux. Mais il faut qu'on fasse ce travail diplomatique avant d'avoir les élus, les députés, etc. Avec nous. Alors quand on parle et les médias.
Oui, les médias suivront forcément, Oui. parce que les médias, c'est l'opinion publique. Parce qu'on a bien vu, par exemple, dans les autres révolutions tunisiennes et même libanaises, là récemment, ou argentine, tout ce qui a été déployé dans les médias. Pourquoi pour l'Algérie, cette couverture est faiblarde et jamais sur le long cours, alors que le Hirak, lui, est sur le long cours, avec toutes les relations qui nous unissent en bien comme en mal entre les deux pays. Alors, je vais rien t'apprendre sur les médias parce que c'est ton métier, Oui, mais tu oui. sais très bien que eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Voilà, c'est vendre. Il faut que les unes soient, il faut qu'il y ait du sang. Regarde, au Liban, forcément, ça a fait la une, etc. Parce que quand il y a des casseurs, les gilets jaunes, etc., c'est beaucoup plus vendeur ces unes-là que c'est le Mia, où on a les drapeaux de Tana, ou Donc nos pour toi, slogans, c'est nos chants. la mort kilomètre, c'est-à-dire c'est le buzz ou c'est plutôt une velléité politique? C'est le buzz et c'est ce qui va attirer l'attention du public. Par exemple, j'avais fait un travail médiatique pour la marche de Genève, qui était très important, et j'ai réussi à les sensibiliser en leur montrant que c'était quelque chose d'exceptionnel de marcher sur des centaines de kilomètres à pied, avec des drapeaux, en traversant la France jusqu'à la Suisse. Il y avait quelque chose qui leur a plu et qui était vendeur. Voilà, eux, ils fonctionnent de cette manière-là. C'est donnant-donnant. On vous donne, mais en contrepartie, on vend nos journaux, nos publicités, etc. Là-dessus, on ne peut pas les blâmer, tu vois, c'est leur travail. Mais c'est à nous. C'est clair que ce n'est pas normal. C'est clair que éthiquement, c'est pas Donc c'est à nous normal. d'intéresser. C'est à C'est à nous nous d'intéresser. d'intéresser. C'est à nous Je dis pas que c'est normal, hein, mais c'est comme ça que fonctionne le monde. Et nous, on doit aussi prendre en considération comment fonctionne le monde et s'adapter. Donc c'est une stratégie de la communication comme une autre. C'est une stratégie Révolution. de communication, bien sûr. Alors, les élections législatives, nous sommes très étonnés de voir des revirements et puis des volontés d'y aller. Qu'aurais-tu à en dire? Ah oui, ben là, en ce moment, on voit que il y a une grande propagande autour de ça. Alors, je me Il fais y a des l'avocat du retournements. diable. Iras-tu Iras-tu? voter? Mais ça va pas. Mais que intikhabat ma'ala isabat, et ça changera pas. C'est le slogan qui restera. Avec Daoula Madaniya Machi Askaria, ça, c'est les deux slogans auxquels je tiens le plus. Non, Makash intikhabat, ça c'est clair. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande propagande actuellement où des personnes sont en train de préparer finalement un retournement de veste. Ce ne sont pas les premiers. On peut dire que c'est à peu près la 3e ou la 4e vague des retournements de veste. Oui, mais le Gharbel, ça va continuer encore. Ces législatives ne sont encore une fois qu'un prétexte, mais on va essayer de nous vendre, il y en a qui vont essayer de nous vendre le fait que ça soit la dernière alternative, la seule possibilité, où le Hirak, il aura, de cette manière-là, il pourra s'exprimer, c'est le peuple qui va aller voter, ça va être des législatives avec, comment dire, ça va être plus d'Oshra, etc. Ce n'est pas des grandes élections. Enfin, on essaye de nous vendre les choses de cette manière-là, que ça va être le Parlement. Mais non. Non. Là, il faut arrêter ça tout de suite. Et il faut surtout pas tomber dans ce piège. C'est ce que je peux dire là-dessus. Esseg Choud, au nom de Radio Kalima et en mon nom propre, je te remercie chaleureusement d'être venu de Strasbourg, non seulement pour venir à ce rendez-vous, mais également pour manifester Place de la République aussi. Merci Esseg Choud. Merci. Radio Kalima vous retrouvera à l'occasion d'une autre émission avec l'un de mes confrères. Merci de votre écoute. Au revoir.